ça vient d'une intervention qu'on m'avait demandée pour Arles et qui était sur ce que la laïcité, est-ce que la laïcité est une chance pour les femmes? Et bon, bien sûr, tout de suite, oui, bien sûr, tout le monde pense que la laïcité a été une chance pour les femmes. Puis j'ai commencé à travailler sur ce sujet et je me suis rendu compte que cette chance, elle avait vraiment tardé à arriver. Donc je me suis demandé pourquoi. Je voulais juste savoir si vous entendez toutes bien, y compris au fond. D'accord, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'il y ait des exclus. Voilà. Est-ce que vous pouvez avoir un Non, tu as raison. Et oui, dites-moi hein, si vous n'entendez pas ou si vous voulez un stop. Et donc, je me suis dit, mais c'est très intéressant d'interroger l'histoire de ce combat parallèle, la laïcité d'un côté, d'un autre côté les avancées des droits des femmes, parce qu'on comprend des choses qui sont évidemment de l'ordre du patriarcat, etc., mais aussi de ces espèces d'effets de retard qui se produisent dans la société et dont les femmes sont victimes. Et j'ai trouvé intéressant d'interroger ces différentes étapes au travers de deux choses. Premièrement, le droit de vote des femmes. Deuxièmement, le droit à l'avortement et à la contraception des femmes. Et donc, j'ai articulé mon intervention autour de cette chose-là. Et vous allez m'excuser si elle est écrite, mais comme j'ai beaucoup de citations de personnes qui ont été importantes dans cette histoire-là, ben, je suis obligée de lire correctement ce qu'elles écrivent. Ça va, vous êtes d'accord avec le principe hein, bon. Si vous en avez ras-le-bol, vous m'arrêtez, hein, parce que franchement... Donc, justement, je viens de vous expliquer quel lien est-ce qu'il existe en effet entre les deux grandes révolutions sociétales du XXe siècle en France. D'un côté, la révolution féministe obtenue pierre après pierre, loi après loi au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et de l'autre côté, la grande loi qui a marqué le tout début du XXe siècle et dont on a à juste titre toute cette année honoré l'anniversaire des 120 ans partout en France. C'est la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 qui d'ailleurs ne dit strictement rien sur les femmes. Et quand on interroge les textes sur la laïcité, le seul moment où il est un peu question des femmes, c'est quand on aborde la question du voile à l'école. Il y a quelque chose là aussi qui nous interpelle, bien entendu. Sans la laïcité, pensons-nous couramment, il n'y aurait pas eu de conquête des droits des femmes. Et en effet, en instaurant la séparation de l'Église, des Églises et de l'État, le législateur a débarrassé les femmes des contraintes et des oukases des religions et des religieux. Il leur a ouvert le champ de la liberté des droits. Dès que la religion devient la source de lois qui se disent sacrées, partout les mêmes interdits, les mêmes contraintes sont imposées aux femmes et à la sexualité. Pour les intégristes de tous bords, l'ordre moral passe par la hiérarchisation et la ségrégation des sexes. Les idéologies totalitaires relevant de religions tout à fait différentes s'unissent ainsi contre les droits reproductifs et sexuels au nom de la morale religieuse dans une même obsession de contrôler le corps des femmes, leur sexualité et leur autonomie dans une même vision essentialiste forcément complémentaire du rôle des femmes dans une même haine ou crainte de l'homosexualité. Pourquoi ? Pour préserver la structure patriarcale de la famille, cellule de base de la communauté humaine, menacée, pense-t-il, par la liberté sexuelle des femmes et par leur aspiration à maîtriser elles-mêmes leur fécondité, et pour la rendre contrôlable par le pouvoir religieux et temporel. Comme le dit la sociologue Juliette Mas, que vous avez peut-être connue, toutes les religions ont voulu exercer un contrôle sur les femmes, soit par le biais de la société entière, et c'est le cas de l'islam, soit par l'intermédiaire des représentants des églises, c'est le cas des chrétientés, soit à travers le contrôle social, s'ajoutant à celui des intermédiaires entre la société civile et Dieu, c'est le cas des Juifs. Donc considérons donc, pour commencer, la laïcité et ses fondateurs comme protecteurs des droits des femmes. On part de cette base-là. Cependant, ici et devant vous, je me sens un peu en porte-à-faux de l'opinion couramment répandue qui est sans doute la vôtre.
Ma conviction initiale a été récemment mise à mal. En effet, par la question qui m'a été posée à Arles sur la question de savoir si la laïcité a été une chance pour les femmes. Bien sûr, la réponse d'emblée devait être oui. Oui, à la lumière de ce que je viens de dire. Pourtant, le terme « chance » me dérange. De quelle chance pour les femmes parle-t-on dans le cas de ces deux parcours, de ces deux processus, mise en place de la laïcité et conquête des droits des femmes qui auraient pu et dû être accordés, mais qui ont connu surtout des retards, des méprises et des reports. Ainsi, par exemple, si l'on considère la chronologie des faits qui se sont déroulés sur 70 ans, 1905, loi sur la laïcité, 1975, loi Veil, 70 ans, on constate une incohérence des combats, un rythme totalement décalé. Il faut être clair. Est-ce que la laïcité a permis le droit de vote des femmes ? Est-ce qu'elle a permis le droit à la maîtrise de leur fécondité ? C'est la laïcité qui a apporté ça ? Nous en sommes moins sûrs. Dans le principe idéologique, oui, bien sûr, débarrassées des freins de la religion, les aspirations des femmes devaient en principe être reconnues. Et dans les faits, qu'en est-il ? Un très vieux souvenir d'enfance m'obsède encore aujourd'hui. Je suis assise sur un banc de l'école à côté d'un petit garçon. On est dans une classe unique d'une petite école rurale mixte. Nous avons 5 ou 6 ans. Il pleure silencieusement. Sa maman vient de mourir. De quoi était morte sa maman ? On ne savait pas. Il n'y avait pas d'explication. De quoi mouraient dans les années 50 ces jeunes mamans de 30 ans qui n'étaient pas malades ? Elle ne mourait de rien, elle mourait, c'est tout. Je n'ai compris que bien longtemps après que ces jeunes mamans mouraient évidemment d'avortements clandestins qui tournaient mal. Comme 3 femmes par jour en France, jusqu'à la loi Veil de 75. Et ce sont celles qui nous ont précédées. Durant 70 ans après la loi sur la laïcité, censée bénéficier aux droits des femmes, les femmes continueront de mourir d'avortements clandestins. Alors quels sont les progrès de la laïcité et de ses fondateurs, illustres aux progrès féministes ? On va essayer de le voir au travers de ces 2 combats exemplaires que j'ai annoncés tout à l'heure, les droits de vote et le droit à la contraception, à l'interruption volontaire de grossesse. Si on parle des prémices de la laïcité, la loi de séparation des églises et de l'État, vous le savez, c'est en fait un aboutissement d'un très long travail entamé depuis la Révolution qui s'échelonne tout au long du XIXe siècle. Entre 1789 et 1905, le principe de la liberté de conscience et l'idée de séparation de l'organisation politique de la cité et du religieux font leur chemin. L'angle d'attaque des politiques de la Troisième République, porteur de la volonté de laïcité, est l'école. L'école est le creuset où se forment les générations à venir, qu'il s'agit d'enlever aux congrégations religieuses pour le confier à des maîtres laïcs. Or, les filles en sont exclues. Louise Michel dit avec lucidité en 1886 « Jamais je n'ai compris qu'il y eut un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence, comme s'il y en avait trop dans la race. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même si on vous avait lié les membres. Eh bien, on ouvrira aux filles l'accès à un enseignement laïque et gratuit, c'est-à-dire non confessionnel, avant même la loi de 1905. C'est la porte de l'émancipation, même si pour bénéficier des mêmes programmes et des mêmes horaires d'enseignement que les garçons, elles devront attendre 1924 et même les années 1970 pour accéder à certaines grandes écoles. Une succession de lois sur l'éducation fait émerger la laïcisation de l'enseignement et l'instauration de l'instruction obligatoire pour les filles avant même la loi de 1905. En 1981, la loi Ferry établit l'école obligatoire laïque et gratuite de 6 à 13 ans
pour toutes et tous, 1881 bien entendu, et la loi Camille permet la création de lycées publics laïques pour les jeunes filles, tout de même pas encore avec l'autorisation de passer le bac. En 1904, la loi Émile Combes interdit à toutes les congrégations religieuses d'enseigner au prix d'une rupture avec la papauté. Enfin, la loi du 9 décembre 1905 impose la séparation des églises et de l'État, nous l'avons vu tout à l'heure, renforçant ces dispositifs qui l'ont préparé. Éduquer les filles, c'est leur permettre l'accès véritable à l'égalité et à l'émancipation. C'est bien ce que savent les talibans afghans dans leur démarche mortifère qui ont interdit dès leur prise de pouvoir à Kaboul en août 2021 l'accès des écoles aux filles après 12 ans, après l'âge de 12 ans, avant de fermer celui des universités. L'éducation des filles, c'était un excellent début. Quid des droits des femmes ensuite? C'est là que réside l'étonnement. Ben rien, ou presque rien. En fait, la société continue d'être dirigée par des hommes, pour des hommes, dont la mentalité, y compris celle des pères de la laïcité, radicaux, socialistes, francs-maçons en grand nombre, etc., n'a pas changé. Ils sont dans le système. Elle est conforme à celle de leur temps. Et donc, ils ne voient pas le problème. Deux grands sujets, pourtant, touchant les femmes qui sont leurs filles, leurs compagnes, leurs mères, sont en débat depuis le tout début du XXe siècle, et même avant, le droit de vote et la maîtrise du corps, la maîtrise de la fécondité. Ce sont des hommes qui vont en décider, puisque les femmes ne votent pas. Ce sont leurs débats, leurs atermoiements, leurs interrogations, leurs petits arrangements dans les hémicycles, leurs inquiétudes existentielles, leur propre confort dans la famille, qui vont décider du sort des femmes. Le confort dans la famille, c'est important, on va le voir. Il est d'abord question du droit de vote. Déjà, les femmes ont obtenu de voter en 1869 aux États-Unis, dans le Wyoming, puis en Nouvelle-Zélande, en Australie. Bientôt, ce sera la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Danemark. Des journaux de femmes en France se multiplient dès 1848, réclament le droit de vote des femmes. Il s'intitule « La voix des femmes »,« La citoyenne »,« Le journal des femmes »,« La fronde ». Quelques députés vont suivre. Le premier, le député de la Vendée, Jean-Fernand Edmé-Gautré, dépose le 14 juillet 1901 sur le bureau de la Chambre des députés la première proposition de loi tendant à accorder le droit de vote dans les élections municipales aux femmes célibataires, majeures, aux veuves et aux divorcées. Les femmes mariées, leur mari vote pour elles, ça suffit. Remarquez, c'est ce que disent les religieuses américaines là en ce moment qui demandent à revenir sur le droit de vote, c'est pareil. Il est soutenu en 1909 par le député Ferdinand Buisson, ancien président de la commission qui a rédigé la loi de 1905 et qui est favorable au droit de vote de toutes les femmes et dans tous les scrutins. Les femmes s'organisent elles-mêmes. En 1904 est créée l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Puis en 1909, l'Union française pour le suffrage des femmes, qui compte jusqu'à 12 000 membres. En 1914, un plébiscite féminin organisé par les suffragistes réunit 505 972 oui pour le vote des femmes. Force à quand même, on est donc en 1914. Après la rupture de la guerre, une proposition de loi autorisant le vote et l'éligibilité des femmes est déposée en 1919 à l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par 329 voix contre 95. Mais cette loi ne passe pas la barrière de l'examen par la deuxième chambre prévue par la Constitution, car le Sénat refuse de l'examiner, comme il s'y refusera à nouveau à 3 autres reprises, en 1925, 1932, 1935. Et pourtant, tous les citoyens français, les hommes, ont alors obtenu depuis 70 ans le droit d'être électeurs et éligibles grâce à la loi de 1848, abusivement dite du suffrage universel, et qu'une
vieille députée socialiste, ancienne questeur de l'Assemblée nationale à l'époque de Mitterrand, Denise Cacheux, députée de Lille, appelée le suffrage unisexuel. Et pourtant, on retrouve parmi ses opposants au vote des femmes, bien souvent, les mêmes parlementaires qui avaient soutenu la loi de 1905. Et pourtant, dans le monde, le droit de vote des femmes continue sa progression. En 1918, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie soviétique, la Pologne et le Canada. En 1919, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suède, puis la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Le pape Benoît XV même accepte le principe du vote féminin. Ça ne gêne pas. Forcément, à la Curie, il n'y a pas de problème. Je pense, c'est un peu mesquin, mais je pense quand même. Quels sont les arguments des sénateurs? Écoutons, pour notre enseignement, un florilège des arguments des honorables représentants du peuple, tel que le site du Sénat l'a conservé, vous pouvez aller le regarder. On est en 1922. Et dans un premier temps, nos sénateurs s'accordent à mettre en évidence l'incapacité des femmes à exercer leur droit de vote. En filigrane se dessine le portrait des femmes de cette époque, telle qu'ils la considèrent, ou tout au moins telle qu'ils considèrent la femme, dans une perspective essentielle. Ainsi, je cite un orateur. Dominant mal ses réflexes et ses réactions, la femme, dans sa moyenne, présente un certain degré d'instabilité, de diversité de caractère. C'est pour cela qu'après réflexion, je me prononce contre l'éligibilité même des élites. Un autre, le sénateur Labrousse. Elle risque d'amoindrir leur sensibilité morale et par conséquent de diminuer le goût que les hommes ont pour elle. Un autre. Le sénateur Régis Mancé, en inscrivant son âge sur une carte d'électeur, elle s'expose à de fâcheuses mésaventures. Et le président de la commission d'ajouter, l'immense majorité des femmes se soucie plus de savoir ce qui se portera cet hiver que de la réorganisation de l'armée ou de la péréquation des impôts. Remarquez, ce n'est pas toujours faux. Lorsque trois femmes sont réunies, elles se mettent aussitôt à parler chiffon parce que la réorganisation de l'armée, bof. On voit, remarquez, on est juste après la guerre de 14 là, on voit quelle considération ces parlementaires ont pour leurs concitoyennes. Une tonalité un peu différente s'exprime 10 ans après, lors de nouveaux débats au Sénat, en juin-juillet 1932, avec des arguments tout aussi négatifs, et on rejette encore l'examen de la loi. C'est le sénateur René Henry. Entre la nature féminine et la fonction politique, il y a incompatibilité. Qu'elles nous gardent la paix et le refuge du foyer, de la famille, voilà leur rôle, leur mission. C'est là qu'elles ont du génie et non pour d'autres activités. On en appelle à certains arguments physiques. La plupart des femmes n'ont-elles pas des bouches trop petites pour qu'on puisse sortir les gros mots qui sont trop souvent la monnaie courante des discussions électorales? C'est le sénateur Raymond Duplantier qui, décidément, plein de prévenance, s'inquiète également pour les femmes elles-mêmes. En appelant les femmes à la fréquentation des réunions électorales et aux réunions de café qui suivent celles-ci, vous ne manquerez pas de développer l'alcoolisme. Ajoute pragmatique le sénateur Pierre Marot. Les femmes croient-elles que leur intervention dans les luttes politiques, leur participation aux contradictions et même aux violences des régions politiques, que tout cela ne les fera pas fatalement descendre du plan très élevé où nous avions coutume de les placer?
En vérité, ça c'est très intéressant, cette histoire de du plan élevé où on a coutume de placer les femmes. Parce que quand on analyse la littérature d'ancien français, moi j'étais dans un temps ancien spécialiste de la littérature d'ancien français et du roman courtois, on voit que les femmes sont systématiquement placées sur un piédestal qui est un lieu d'où elles ne peuvent plus descendre pour entrer dans l'arène et devenir des femmes qui prennent leur place dans la vie de la société. Je ferme la parenthèse, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ça traverse comme ça les siècles pour que toujours cet argument de la femme idéale qui n'existe pas, comme nous le savons toutes, revienne ainsi. En vérité, les femmes qui sont très nombreuses comparativement aux hommes après la Première Guerre, on va le voir, représentent une menace redoutable pour René Héry, ou même le risque de compromettre peut-être les destinées d'un pays pour Louis Tessier. Qu'est-ce qu'on craint? Eh bien, on craint qu'elles ne soient trop sensibles aux recommandations de leur curé en matière électorale et que cela ne fasse grandir l'influence de l'Église, ce qui est un argument de poids pour une assemblée majoritairement radicale et laïque et qui garde encore en mémoire les grands débats sur la séparation de l'Église et de l'État. Et enfin, ultime conséquence, et là c'est toujours le sénateur René Héry qui parle, mais qu'une femme, parce qu'elle est électeur, éligible, ait le droit de quitter le domicile conjugal, d'y recevoir qui elle veut, quand elle veut, et bien d'autres libertés encore, que je vous laisse imaginer, c'est la subversion totale du mariage. Nous voilà donc au cœur du débat, et cela a un accent de vérité. Yvette Roudy, qui s'en souvient, titrera son livre « Mais de quoi ont-ils peur ?» Un vent de misogynie souffle sur la politique lorsqu'elle défendra en 1995 le principe de parité en politique que nous n'arrivions pas à faire passer. Il faudra le gouvernement de Lionel Jospin pour qu'on arrive à la modification, à la loi constitutionnelle, à la modification de la Constitution de juillet 1989, qui ouvre la porte à toutes les lois dites sur la parité qui suivront à partir de 2000. Les militantes féministes, elles comprennent alors quoi? Qu'il n'y a rien à attendre. Et que désormais, elles vont opter pour des méthodes activistes plus directes et qu'elles vont travailler entre elles, peut-on leur en vouloir? Et le droit de vote des femmes sera en fin de compte obtenu, rappelons-le, dans les circonstances particulières de la guerre et de la résistance, par le vote d'un amendement du député communiste Fernand Grenier, et je tiens à dire ça toujours parce que notre culture repose sur une phrase qui est fausse. Donc c'est Fernand Grenier qui fait voter par l'Assemblée consultative provisoire d'Alger ce droit de vote, et c'est ensuite validé par l'ordonnance du Comité français de la libération nationale qui est effectivement signée par le général de Gaulle le 21 avril 1944. Il dispose dans son article 17 que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes, et il va considérablement changer le poids des femmes dans le pays. Désormais électrices, elles peuvent être élues et participer à un gouvernement. On doit ce vote et cette ordonnance de 1944 à l'acharnement de Fernand Grenier qui avait commencé avant la guerre à proposer ce droit de vote. C'est à lui que l'on doit la signature du général de Gaulle au bas de l'ordonnance qui l'entérine. De Gaulle n'y était pas opposé, mais c'est un abus de langage que de dire que de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes. Mais personne n'a donné le droit de vote aux femmes. Le droit de vote des femmes a été voté. Et ça, c'est très important que vous ayez ça au fond de votre tête, parce que c'est un élément de base de ce dont nous venons, dont nous sommes faits. C'est ce qui nous donne aussi l'autorisation de nous exprimer autant que nous voulons et sur tous les sujets que nous voulons. Merci. En 1946, presque 100 ans après le droit de vote des hommes, l'égalité entre les femmes et les hommes est ensuite inscrite dans le préambule de la Constitution, presque 100 ans après. Qu'est-ce qui justifie ce siècle de retard? Ne sommes-nous pas autorisés ici à nous le demander, à demander des comptes pour nous qui sommes ici présentes? Celles dont je parle, ce sont nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Elles étaient si indignes pour ça d'aller voter
et de s'exprimer. J'oublierai jamais ma grand-mère allant voter, je suis née en 1944, effectivement l'année du droit de vote des femmes, mais je me rappelle quand elle partait voter, elle était habillée comme pour une fête, avec son chapeau sur la tête, et c'était un grand moment pour elle. Et je me rappelle que dans la famille, quand elle parlait politique, parce qu'elle parlait politique, elle n'avait pas du tout fait d'études ni rien, elle venait d'un milieu qui était assez modeste, et elle disait « Ah, si j'étais le gouvernement, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je dirais ?» Je me rappelle que les hommes de la famille se fichaient d'elle en disant « Elle a le droit de vote depuis même pas 10 ans, et déjà elle veut être au gouvernement. » Et alors, tout le monde riait autour de la table. Mais cette phrase m'est restée parce que je me disais oui, pourquoi pas. Voilà, je vous restitue ça pour que vous ayez quand même dans la tête, en perspective, c'est peut-être une chose dont je peux témoigner, comment c'était dans ces années-là. Alors le second sujet, il est grave, et c'est celui du droit à l'avortement et à la contraception. C'est encore une fois une chronologie historique assez oubliée, et merci vraiment aux historiens, aux historiennes, aux chercheuses et chercheurs qui le rétablissent et qui sont en train de travailler dessus en collectant des témoignages auprès des femmes qui ont été avortées, auprès des organismes qui s'en occupaient, etc. Écoutez bien, car l'histoire est en passe de se répéter. La question de la natalité, donc de la maternité et de la reproduction, sont au cœur des débats politiques dès le début du XXe siècle. Nombreux médecins et militaires siègent alors à l'Assemblée nationale. Or, la mortalité maternelle des ouvrières en couche, obligées de reprendre leur travail dès le lendemain de la naissance de l'enfant, est élevée. Elles meurent de fièvre puerpérale. Cela heurte aussi bien l'humanité des médecins que l'intérêt des militaires. Il y avait beaucoup de médecins qui siégeaient à l'Assemblée nationale à ce moment-là, et des militaires, il y en avait à foison, qui, après la défaite de Sedan en 1870, sont dans l'esprit de la revanche, veulent de la chair à canon pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Si les femmes meurent, plus d'enfants, plus de troupes, et la crainte de la dépopulation de la France devient une inquiétude primordiale et partagée. Réarmons-nous. Les deux points de vue philosophiquement divergents se rejoignent, le souci nataliste de faire des enfants pour la France, le souci hygiéniste et humaniste qui pointe la mortalité des mères lors des accouchements, entraînant la mortalité infantile par manque d'hygiène et de soins. On est là devant un dilemme qui est constant entre la mère et l'enfant. Toujours, on est dans ce partage-là, et ça, c'est vraiment le cœur du sujet qui nous préoccupe. Tous deux s'opposent aux néo-malthusiens qui, s'inquiétant des ressources limitées de la Terre, veulent promouvoir la limitation des naissances. Enfin, en 1909, la loi Enguerrand instaure le congé de maternité de 8 semaines pour les bonnes et mauvaises raisons que j'ai évoquées. D'abord sans rétribution, puis dès l'année suivante, 1910, le congé de maternité est rétribué à 100% pour les institutrices, et en 1913 pour toutes les salariées, grâce à l'implication d'un sénateur radical formidable, qui est le sénateur Paul Strauss de Paris. Donc vous voyez, c'est incroyable, cette loi arrive, c'est la première loi qui concerne spécifiquement les femmes, elle touche la question de la maternité et de l'accouchement, elle est tout de suite de 8 semaines, congé de 8 semaines tout de suite, ce qui est beaucoup, 8 semaines c'est 2 mois, et dès l'année suivante, elle est rétribuée, et elle va être rétribuée pour toutes les femmes ensuite. On a donc quelque chose qui est fort là. Alors on pense que ça va continuer. Cette loi avait été portée par un mouvement d'opinion marqué par la création dès janvier 1902 de la Ligue contre la mortalité infantile, composée de parlementaires, dont le sénateur Strauss, de médecins très nombreux, effarés du taux de mortalité infantile et maternelle. Des femmes y participent. Ce sont de grandes dames de la philanthropie parisienne, pas des figures de l'émancipation des femmes. Citons Madame Parisia Kremnitz, fondatrice en 1896 de l'œuvre nouvelle des crèches parisiennes, la baronne James de Rothschild, la comtesse de Maupoux, vice-présidente de la Société de charité maternelle, Madame Becquet de Vienne, fondatrice de la Société de l'allaitement maternel. Le programme affiché de cette ligue est de ramener la femme à la fonction maternelle. Vous voyez où sont les femmes là? Et protéger la vie de l'enfant, des femmes, certaines femmes.
Figure également de la Ligue une féministe membre du Conseil national des femmes françaises, protestante et franc-maçonne, membre de la loge du droit humain, Marie Dabadi d'Arras, qui fonde le groupe contre le crime d'avortement. C'est donc une femme qui fonde le groupe contre le droit à l'avortement et le crime d'avortement. Et elle initie même une croisade anti-avortement. Un constat terrible emportera toutes les réticences. En 1919, après la guerre, l'inquiétude nataliste s'amplifie du fait de la baisse de la natalité de 46%, baisse de 46% des naissances. Rappelons les chiffres de 14-18. 1,4 million de morts, 900 hommes par jour, 10,5% de la population active. La France enregistre en 5 ans une chute de moins 2 850 000 habitants. Donc la réponse, c'est les enfants. À mesure que l'on prend conscience de l'ampleur de la mortalité infantile, se développe un discours répressif, jusque-là circonscrit au milieu conservateur catholique, qui va gangréner le gouvernement et la très grande majorité des parlementaires radicaux, les plus pourtant ouverts. Au nom de la défense de la patrie, la majorité du Sénat se convertit au populationnisme, c'est le nom de la doctrine, y compris dans son versant répressif. L'avortement devient la cause de tous les maux, alors même que les femmes ont fourni pendant 5 ans un effort de guerre remarquable, ont assumé toute la subsistance de l'arrière. Ces mêmes parlementaires qui pourtant avaient pour beaucoup porté et soutenu la loi de 1907-5 vont voter contre elle une loi terrible de répression de l'avortement. Ce sont les mêmes qui leur refuseront le droit de vote, comme nous venons de le voir. On comprend bien le dilemme de l'époque. Est-ce une raison pour imposer aux femmes qui ne sont pas électrices, toujours pas électrices, la loi la plus féroce votée contre elles parce qu'elles sont des femmes? Alors même que partout dans le monde, à toutes les époques, on sait que l'interdiction de l'avortement n'a jamais empêché une femme de le pratiquer. Depuis les Égyptiens, les femmes avortent ou essayent de contrôler leur naissance. À la faveur d'une chambre, la Chambre Bleue Horizon, acquise aux convictions de la nécessité de repopulation et malgré les critiques, la loi réduite à 7 articles, adoptée à la va-vite par l'Assemblée nationale le 23 juillet, approuvée par le Sénat le 29 juillet et promulguée le 31 juillet, publiée au journal officiel du 1er août 1920, quand on veut aller vite, dans un marathon législatif inédit. Considérée comme scélérate par les féministes radicales et socialistes de l'époque, elle fait figure de loi de salut public pour ses défenseurs. La répression de l'avortement, qui était certes interdit et criminalisée depuis 1556, c'est le règne de Henri II, mais qui était une loi qui était un peu oubliée, et donc renforcée dans ce contexte de la politique nataliste. La simple incitation à l'avortement, et vous le savez, et la propagande anticonceptionnelle sont interdites par la loi. N'était donc plus seulement puni l'acte en tant que tel, mais le discours incitant les femmes à mettre fin à une grossesse. Si ce discours aboutissait à l'avortement, celui-ci devenait un crime. Selon les dispositions de l'article 317 du Code pénal issu du Code Napoléon de 1810, un crime jugé par une cour d'assises est puni d'une peine de réclusion. Les membres du corps médical ayant pratiqué un avortement étaient, eux, passibles des travaux forcés. Comment des parlementaires qui avaient soutenu la liberté de conscience, comment des féministes pouvaient-ils et pouvaient-elles en être arrivés là? La question reste entière pour nous. Que se passe-t-il alors, après 1920, du côté des progrès des droits des femmes? Toujours rien. Durant 62 ans après la loi de 1905, durant 23 ans après le droit de vote des femmes, le plus grave fléau qui pèse sur elles, la maternité non voulue, n'est pas pris en compte, il n'existe pas, on n'en parle pas. Cela reste l'affaire des femmes seules, alors que près de 800 000 femmes ont alors recours chaque année en France à l'avortement clandestin et que 3 femmes en meurent tous les jours. Dans le Larousse médical de 1954, que je tiens de mon grand-père, il y a pour la première fois l'article « avortement » sous ce nom. Et dans cet article, c'est un médecin qui le rédige, il dit
On ne sait pas le nombre exact d'avortements en France en 1954. Donc, on pense qu'il y a autant d'avortements que de naissances. Et vous pouvez rechercher ce livre. Ça m'avait profondément frappée parce que tout d'un coup, je comprenais que les femmes qui étaient autour de moi, eh bien évidemment qu'elles avaient tout avorté, puis pas qu'une fois. Elles sont donc les seules responsables, elles restent seules responsables en face de ce qui leur arrive. Les avocates se rangent à leur côté, vous savez, Gisèle Halimi au procès de Marie-Claire Abogny en 1972, le procès qui précède le procès des violeurs d'Aix-en-Provence en 1978, qu'elle plaide de choisir la cause des femmes. Entre 1870 et 1975, donc en un siècle, date de la loi Veil qui a dépénalisé l'IVG, plus de 11 660 personnes ont été condamnées pour avoir pratiqué ou eu recours à un avortement. Quand on dit que personne n'est condamné, c'est absolument faux. Bien sûr, ça s'étale sur un siècle, mais le chiffre est important. Rappelons qu'en février 1942, le gouvernement de Vichy fit de l'avortement un crime contre la société, l'État et la race, passible de la peine de mort. 2 personnes ayant été des femmes à avorter seront guillotinées l'année suivante. Il faudra attendre le 1er mars 1994, presque 20 ans après la loi Veil, 2 ans après le vote de la loi du 22 juillet 1992 de dépénalisation de l'avortement, près de 20 ans après la loi Veil de 1975, pour qu'entre en vigueur le nouveau code pénal dépénalisant effectivement l'avortement. Vous le savez, le fait en planning familial, on le savait très bien, moi j'ai bien connu Simone Yves, les textes qui autorisaient l'avortement ont mis 5 ans à sortir. Parce que dans les ministères, il y avait des blocages et des barrages et que les hommes qui étaient là ne voulaient pas que les textes sortent. Et donc le planning familial exerçait alors même qu'ils n'en avaient pas encore le droit. Enfin, la loi du 29 décembre 2025 visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l'avortement, c'est-à-dire il y a 1 an, même pas, et par toutes les femmes avant la loi de janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, vient clore ce chapitre, réparer une injustice et restaurer dans leur dignité les personnes condamnées et qui sont bien entendu presque toutes disparues. Après 68, la révolution féministe va rattraper le temps perdu. Ces nouvelles conquêtes, nous ne les devons pas aux parlementaires qui ont instauré la laïcité, mais à la mobilisation des femmes, des féministes, des militantes associatives, des syndicalistes, d'avocates, soutenues par des femmes politiques et quelques hommes, peu nombreux encore. Les premières lois porteront sur ce qui révulsait tant l'ordre religieux, le droit à la maîtrise du corps, le droit à la contraception, la loi Neuwirth de 67, puis le droit à l'IVG, la loi Veil de 75, et je m'arrêterai là. Je vais cependant laisser la parole à l'anthropologue et ethnologue féministe Françoise Héritier, qui éclaire de sa réflexion le vote sur la légalisation de l'accès à la contraception en 67, la loi Neuwirth. Pourquoi en effet cette assemblée à majorité composée d'hommes, que l'on remercie néanmoins, s'en est-elle ainsi remise aux femmes dans les termes de la loi, sans se rendre compte que c'était donné aux femmes justement une autonomie dont elles allaient s'emparer totalement, ni se dire que peut-être, pourquoi les hommes ne se sont-ils pas dit que peut-être la contraception pourrait être assumée par eux-mêmes? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occuperaient pas eux-mêmes de la contraception? Pourquoi ne maîtriseraient-ils pas eux-mêmes la fécondité des couples? Ouvrez les guillemets. Accorder légalement la contraception aux femmes dans notre pays, dit-elle, résulte d'une erreur d'appréciation d'un pouvoir essentiellement masculin. Rien n'empêcha, cependant, de la mettre entre les mains des hommes. Mais s'il y a peu de recherches sur la contraception masculine, c'est justement à cause de la vivacité du modèle archaïque. La contraception masculine est vue comme une atteinte à la virilité. De plus, on a l'habitude de penser que tout ce qui concerne les enfants
et du ressort des femmes. Les députés n'ont pas prévu les conséquences potentielles de leur loi parce qu'ils se trouvaient dans le point d'aveuglement normal de notre société où femme implique maternité. Nous retombons sur le même cœur du sujet. Après les combats de 75 et la loi Veil portée par les combats féministes et le black, rappelons ensuite 81 et le premier mandat de François Mitterrand, l'ouverture des droits nouveaux. Cette loi et décret portés par Yvette Roudy. Ce seront toutes les lois sur l'égalité professionnelle, avant celle sur la parité politique, qui doit beaucoup, je l'ai dit, à Lionel Jospin. Avant que l'on ne s'attaque au plus dur du sujet, ce sont les dispositifs contre les violences faites aux femmes qui sont dans nos préoccupations actuelles. Je voudrais témoigner de quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Quand Yvette Roudy prend le ministère des droits des femmes, elle sort d'un combat avec les femmes où elle est dans toutes les réunions, les manifestations, les débats, il y a les syndicalistes, etc. Et elle est très étonnée d'être désignée déjà comme ministre et ministre du droit de la femme, ça s'appelle comme ça. Et donc, elle compose son cabinet. Et qui elle fait venir à son cabinet? Elle fait venir Christiane Gilles, qui est la responsable des droits des femmes et de l'égalité professionnelle à la CGT. Elle fait venir Jeannette Lahaut, qui est la responsable de l'égalité et des droits des femmes à la CFDT. Elle fait venir Simone If, qui est la responsable du planning familial. Je vous laisse imaginer quelle était la gueule de ce ministère. Jeannette Lahaut la quitte très vite parce qu'elle est, si je peux dire, empruntée par François Mitterrand. Elle rejoint l'Élysée et elle suivra les questions féministes à l'Élysée. Vous avez là un cœur de femmes combattantes et qui savent ce que c'est que les combats et se battre avec les hommes et gagner pied par pied, et là où il faut mettre les cliquets et comment on fait, qu'elles vont être les freins, etc., etc. Et puis, Yvette, elle est très amie avec Simone de Beauvoir, et elle dit à Simone de Beauvoir, venez à mon cabinet. Et Simone de Beauvoir lui dit, je ne peux pas, vous voyez, hein. Je ne peux pas parce que, vous savez, j'ai une œuvre à écrire. Je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Et Yvette lui dit, alors je vous propose quelque chose. Tous les mardis, on fera un repas chez moi, elle habitait boulevard du Montparnasse, et c'est vous qui inviterez les personnes qui viendront, et vous inviterez les gens dont la conversation est importante, qu'il faut écouter, dont il faut entendre les recherches, qu'ils soient français ou étrangers. Yvette parlait très bien l'anglais. Et Simone de Beauvoir s'exécute. Et donc, tous les mardis soirs, il y avait ce repas fait par Yvette elle-même, elle cuisine très bien, qui réunissait 4, 5 femmes et hommes quelquefois pour discuter de questions féministes, où ça en était. Et quand Yvette est heurtée à la chose qui est la plus terrible pour elle, qui est lorsqu'elle veut sortir la loi contre le sexisme, et qu'elle a contre elle tous les médias qui font pression sur François Mitterrand pour la virer du gouvernement, alors Simone de Beauvoir fait un très grand article, une tribune dans Le Monde, et pour soutenir son combat. Et c'est un moment que Yvette m'a raconté 20 fois, et qui est un moment formidable d'entraide féministe. Oui, c'est une sororité de combat, c'est une sororité d'équipe. Et ça, moi, c'est ce que je trouve ici, c'est ce que vous êtes là. C'est cette sororité de combat et d'équipe qui fait qu'on peut aller plus loin. Quelquefois, quand j'ai entendu Marlène Schiappa, j'ai pensé à la composition de son cabinet avec beaucoup de tristesse et en me disant que, évidemment, l'histoire ne se répète pas toujours. Alors, je voulais vous dire ça parce que un jour, je l'ai dit devant Maud Olivier, et elle m'a dit, mais pourquoi tu racontes pas ça? Je ne sais pas, c'est des conversations privées. Elle me dit, tu devrais raconter ça, parce que c'est historique, cette manière de construire une politique. Pour moi, c'est une vraie politique féministe. La politique, elle est liée au féminisme. Le féminisme est politique. Encore faut-il que les bonnes personnes s'en occupent.
Donc, je vous dis, ma conviction, c'est que rien de tout cela n'aurait été possible sans la mobilisation des filles, éclairées grâce à leur accès à l'éducation, bien entendu, et une fois débarrassées grâce à la laïcité, nous revenons à nos débuts, du poids et des oukases des religions. Et l'impression qui reste de ce parcours chaotique des avancées des droits des femmes dans la suite de la loi sur la laïcité est que cette grande loi républicaine a certes été un énorme levier de transformation et de progrès de société que beaucoup de pays nous envient. Mais curieusement, ceux qui l'ont porté et défendu sont restés bloqués, ça c'est mon interprétation, vous n'êtes pas obligé de la partager, ils sont restés bloqués dans une conception étroite d'un universalisme qui ne différencierait pas les femmes des hommes, réunis dans le faux concept d'homme avec un grand H. Concept commode qui permet d'invisibiliser la moitié de l'humanité tout en considérant les femmes comme complémentaires, donc inférieures. Ils n'ont pas toujours compris ou voulu reconnaître l'évidence et la nécessité de l'égalité entre les femmes et les hommes, où était en l'occurrence l'universalisme qu'ils revendiquaient. On ne peut en outre que regretter que les femmes n'aient eu que si tard accès au droit de vote et à la parité. Combien de vies humaines aurait-on pu sauver? Voilà, je vous remercie.